Ah, les films d'animation de notre enfance, on en garde tous des souvenirs. Des scènes complètes que l'on connaît par cœur ou des fois juste des bribes d'images qui nous restent en tête, le moins qu'on puisse dire c'est que ces souvenirs n'ont pas tous évolué de la même façon. Certains de ces films sont devenus des classiques connus de tous, mais d'autres n'ont pas réussi à laisser leur empreinte dans le temps. Et des fois, ça peut s'expliquer quand on revoit ces films aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne de CEO et dans cette vidéo, on va parler d'un film d'animation oublié qui a tenté d'imiter Disney. Ouais, si je dis que ce film est oublié, c'est qu'il y a des chances que vous ne l'ayez jamais vu. Mais ne vous en faites pas, je pense que les différents sujets que l'on va aborder autour de celui-ci pourront dans tous les cas vous intéresser. Bref, assez d'introduction, aujourd'hui on va parler d'Excalibur, l'épée magique. Seul le roi légitime pourrait extraire cette épée enchantée de la pierre. Excalibur l'épée magique, ou Quest for Camelot dans sa version originale, c'est un film sorti en 1998 qui réadapte les légendes arthuriennes. On est donc plongé au Moyen-Âge dans le royaume de Camelot gouverné par le roi Arthur depuis qu'il a réussi à extraire de la roche Excalibur l'épée magique. Alors qu'une première chanson nous présente un royaume prospère et heureux, c'est lors d'une réunion autour de la table ronde que l'ambiance va rapidement changer, puisque parmi les chevaliers d'Arthur se cache le futur antagoniste. Enfin se cache. C'est vite dit. Je pense que si je vous montre cette image, à votre avis, qui est le méchant ici? Ouais non, clairement ils ont pas cherché à la jouer subtile, je vous présente donc le seigneur Ruber qui a des ongles merveilleusement bien entretenus, il fait 3 fois la taille des autres chevaliers et il a un gros tic nerveux au niveau des yeux. Bref, un personnage qui inspire la confiance et la sympathie. Ruber va donc se rebeller contre le roi Arthur après que celui-ci lui ait appris qu'il fallait partager équitablement les terres du royaume. Arthur se protégera de l'attaque grâce à Excalibur et Ruber quittera immédiatement le royaume en menaçant qu'un jour il récupérera l'épée et deviendra le nouveau roi. Dans son altercation, il aura quand même eu le temps de tuer Sir Lionel, un personnage qu'on pourrait croire inutile s'il n'était pas le papa de l'héroïne du film. Elle, c'est donc Kaylee, une jeune fille travaillant à la ferme qui, en apprenant la mort de son père, va se mettre à s'entraîner pour devenir chevalier. On se retrouve alors 10 ans plus tard et Ruber est évidemment resté un connard. Il envoie donc son griffon pour récupérer Excalibur, mais grâce à Merlin et son faucon, le griffon fait tomber l'épée dans la forêt interdite. Kaylee est alors prévenue que l'épée a été volée. Comment est-elle prévenue, me direz-vous? Eh bien, le château est équipé d'une grosse trompette prévue spécialement à cet effet. Quelqu'un a volé l'épée magique. Ils auraient pu investir sur des moyens pour mieux protéger l'épée, mais ils ont préféré avoir une grosse trompette au cas où elle se fait voler. Bon. Kaylee est donc prête à partir rechercher l'épée, mais à ce moment-là, sa ferme se fait assaillir par Ruber et ses guerriers. Le temps d'une chanson plutôt sympa, Ruber explique qu'il va s'infiltrer à Camelot en se cachant lui et son armée dans les chariots qui seront conduits par Juliana, la mère de Kaylee. S'ensuit une démonstration de Ruber qui utilise une potion pour transformer ses hommes en soldats mécaniques, fusionnant leurs membres avec des armes de combat. Kaylee profite alors de l'agitation pour fuir en douce, et juste avant de partir, elle arrive à entendre que l'épée a été perdue dans la forêt interdite. Ouais, parce que c'est le problème de la trompette, là, ça te dit juste que l'épée a été volée, mais ça te dit pas par qui ou à quel endroit elle est. Faudrait qu'il fasse plusieurs trompettes qui envoient un son différent et... Kaylee a donc une mission claire, se rendre dans la forêt interdite pour récupérer Excalibur et la ramener à Camelot. Sur son chemin, elle rencontrera Gareth, un jeune homme aveugle vivant à l'écart de la société, et Devon et Cornouailles, 2 dragons siamois qui ne peuvent se supporter l'un l'autre. Leur chemin sera bien entendu semé d'embûches, en plus d'avoir l'armée de Ruber à leur trousse. Voilà le programme que nous propose Excalibur, l'épée magique. Avant d'évoquer la nostalgie que renferme ce film pour beaucoup d'entre vous et pour moi aussi, on va d'abord répondre au sujet principal de la vidéo, en quoi ce film a tenté d'imiter Disney. Bon déjà, le rapprochement se fait naturellement puisqu'on est sur un film en animation traditionnelle fait par un grand studio américain, en l'occurrence Warner Bros à l'époque sous le nom de Warner Bros Feature Animation. Mais quand on se penche vraiment sur ce film, les ressemblances avec Disney sont en fait assez nombreuses, surtout dans la période où il est sorti, baptisée la Renaissance Disney. On a le cadre un peu fantasy Moyen-Âge et même l'affiche peut clairement faire penser à une affiche de film Disney. Ensuite, même si on n'a pas directement de princesse, en mettant une héroïne en personnage principal, on s'en rapproche quand même pas mal. D'ailleurs, cette Kaylee ne vous fait pas penser à un autre personnage? Perso, je trouve qu'elle ressemble trait pour trait à Belle de La Belle et la Bête. Dur de dire s'il ne s'agit que d'une inspiration. Mais enfin, le point clé que j'ai bien sûr gardé pour la fin, ce sont les différentes chansons que l'on retrouve tout au long du film. Il y en a quand même une dizaine et ça met d'office le film dans une formule comédie musicale assez similaire à celle de Disney. Maintenant, cette comparaison, je la sors pas de mon chapeau, il faut savoir qu'à la base, ce film devait être bien différent. Initialement intitulé The Quest for the Grail, donc la quête du Graal, ce film était censé être bien plus sombre. Au niveau de l'animation, il était parti pour s'inspirer du film Les Sorciers de la Guerre de Ralph Bakshi et il aurait été classé déconseillé aux moins de 13 ans. Donc ouais, quand même une autre ambiance déjà. L'histoire faisait déjà intervenir un protagoniste féminin, cette fois du nom de Susanna. Celle-ci allait s'aventurer dans une mission dangereuse pour récupérer non pas Excalibur mais donc le Saint Graal et pour sauver sa sœur d'un gros méchant qui aurait fait référence au Chevalier Rouge. C'est un personnage récurrent des légendes arthuriennes. Mais voilà, la Warner et plus précisément le patron de la branche
animation Max Howard ont vu dans ce projet une trop grande prise de risque. Et le film a donc été revu à tous les niveaux pour être plus lisse, plus ciblé famille afin de jouer dans la même cour que les films Disney de cette époque. Le petit problème c'est que le projet Quest for the Grail il avait déjà commencé sa production. Donc autant vous dire qu'une réécriture du scénario aussi drastique ça a foutu un peu le bordel. Les réalisateurs initialement prévus se sont fait virer, pareil pour plusieurs animateurs et pour un producteur. Le film finit donc entre les mains de Frédéric Duchot, un jeune réalisateur belge à la carrière disons approximative. Bref, je vous passe les détails mais vous l'aurez compris, la production ne s'est pas super bien passée. En témoigne d'ailleurs cet interminable générique de fin qui montre toutes les équipes appelées en renfort pour achever ce film. J'ai compté, le pré-générique dure 2 minutes et le générique de fin dure 8 minutes, donc sur un film qui annonce une durée déjà assez courte d'1h26, il n'en dure en réalité qu'1h16. Originellement prévu pour sortir en fin d'année 1997, le film sera repoussé de 6 mois pour une sortie en mai 1998. Et une production compliquée, ça se ressent souvent sur le résultat final, parce que des défauts, ce film, il en a quelques-uns. On va en reparler plus tard, mais alors comment ça s'est traduit dans la réception du public? Eh bien sur ces 40 millions de dollars de budget, il ne rapportera que 38 millions de recettes. En sachant que ces chiffres ne reflètent pas toute la réalité marketing, puisqu'on estime qu'au global, le studio aura perdu 40 millions de dollars sur ce film. C'est un échec, mais étonnamment, ce film a mieux performé que Le Géant de Fer sorti l'année d'après et également fait par Warner Bros Feature Animation, puisque celui-là avait 2 fois plus de budget et il a rapporté à peine plus de 30 millions. Ce qui est quand même un scandale quand on sait aujourd'hui à quel point il est considéré comme un immense classique de l'animation. Mais bref, revenons sur notre petite Excalibur et avant de voir ce qui ne va pas, je vais quand même essayer de défendre un peu ce film. Parce que je l'ai sous-entendu un peu plus tôt, mais ce Excalibur, c'est bel et bien un film de mon enfance. Et honnêtement, avant de revoir ce film pour préparer cette vidéo, la seule scène qui m'était restée en mémoire, c'est la chanson de Devon et Cornouailles. Si je ne t'avais pas, si je ne t'avais pas. Vraiment, j'étais capable de revoir le film en entier juste pour cette scène. La musique est assez entraînante et tout le montage entre les transitions et les transformations des personnages est très efficace. Et j'ai appris que c'est nul autre qu'Alain Chabat qui fait les 2 voix de Devon et Cornouailles. D'ailleurs, l'AVF pour ce film est globalement très réussi. Pour Uber, il a la voix bien reconnaissable de Marc Alphos qui fait notamment Bob dans Les Indestructibles. J'ai vu de la lumière et j'ai eu envie de vous envahir. Tous les super-héros ont une identité secrète, en tout cas, tous ceux que je connais en ont une. Et on a aussi Emmanuel Curtil pour la voix de Garrett, c'est entre autres la voix française de Jim Carrey, Matthew Perry et plein de personnages d'animation. Nous voilà dans de beaux draps, je te remercie Hayden. À côté des voix, toute la bande originale est elle aussi plutôt de bonne facture. Mais il faut surtout mentionner The Prayer, une chanson interprétée par la seule, l'unique Céline Dion en duo avec l'italien Andrea Bocelli. Une chanson qui ira jusqu'à gagner un Golden Globe et qui sera même nominée aux Oscars en 1999. Le gagnant de cette année sera d'ailleurs When You Believe, une autre chanson tirée d'un film d'animation, en l'occurrence Le Prince d'Égypte. Dans Excalibur, l'épée magique, on a quand même quelques trouvailles assez originales. Une que j'avais oubliée mais qui m'est vite revenue, c'est la séquence où Ruber métamorphose ses hommes de main à l'aide d'une potion. Je me rappelle que ces transformations étaient, à mes yeux d'enfant, assez perturbantes. Les guerriers devenaient ces espèces de créatures hybrides métalliques indéfinissables, c'était pas vraiment des robots et ce n'était clairement plus des êtres humains, et en jouant avec les différents types d'armes, ils avaient pour le coup des designs qui restent en mémoire. On avait même ce poulet là qui obtenait un bec en forme de hache et qui devenait malgré lui une arme de jet. Une autre réussite de ce film, c'est bien Ruber lui-même. C'est sûr qu'il fait pas dans la demi-mesure, mais il a la carrure et les expressions d'un vrai méchant marquant. On l'a vu, il surpasse les chevaliers d'Arthur en 1 contre 5 et il peut mettre KO des dragons littéralement à main nue. Son design est impactant, encore une fois, apportez-lui un coupe-ongle s'il vous plaît, et l'animation de ses sourcils est bien exagérée comme il faut. A noter que le chef animateur sur ce perso était Alexander Williams, c'est le fils de Richard Williams qui est une immense référence dans le monde de l'animation. Enfin, le dernier bon point que j'ai envie d'attribuer à ce film, c'est que les décors ont quand même un certain charme. La forêt et tous ces éléments magiques nous transportent bien dans un monde à part, les collines et les champs verdoyants qui entourent Kaamelott sont assez jolis, et à l'inverse, quand l'ambiance s'assombrit, les décors transmettent bien cet aspect maudit voire mystique. Tout ça pour dire que ce film n'est à mes yeux pas une catastrophe. Par contre, c'est sûr que de le revoir aujourd'hui, c'est pas la même que dans mes souvenirs d'enfance. Vraiment, ce film m'a fait réaliser qu'il m'en fallait pas beaucoup quand j'étais enfant pour apprécier un film au point de le regarder peut-être une dizaine de fois. Avec un regard d'adulte, il m'a suffi d'une fois pour reconnaître que le film est passable mais qu'il n'est pas d'un grand intérêt. Si je devais résumer en une phrase, c'est un film d'animation beaucoup trop classique. Les quelques bonnes idées se noient dans un déroulé d'une banalité qui ne renferme malheureusement aucune surprise. À part Ruber qui est un antagoniste plutôt réussi, aucun personnage n'est vraiment attachant. La particularité d'avoir fait de Garrett un aveugle était bien vue, sans mauvais jeu de mots, mais à côté de ça, le personnage manque cruellement de profondeur. Devon et Cornouailles sont aussi une bonne trouvaille et d'avoir mis leurs 2 têtes à des hauteurs différentes, c'est une excellente idée comique, mais du coup on a presque envie de les suivre eux plutôt
que l'héroïne qui est complètement transparente. La quête qui mène jusqu'à Camelot n'est en fait qu'une succession de péripéties pas tellement originales, et comme le film est déjà très court, ça donne vraiment une impression de vide quand on arrive à la fin. Avec ça, beaucoup de choses ont mal vieilli et en tête de liste, comme souvent, l'utilisation de la 3D. Dans certaines scènes, elle s'intègre à peu près correctement, mais arrivé à la scène de l'ogre en pierre, ça pique un peu les yeux. Le but ici c'était de faire ressortir le gigantisme de cet ogre, en soi c'était pas une mauvaise idée, mais le mélange 2D 3D ne fonctionne pas vraiment. Et d'ailleurs, Warner maîtrisera beaucoup mieux cette technique dans Le Géant de Fer, leur film sorti juste après Excalibur qu'on a déjà mentionné. À part ces quelques bizarreries, globalement l'animation est plutôt bonne, mais forcément elle souffre un peu du comparatif avec Disney. On sent que c'est pas le même niveau. Et c'est le moment de revenir une dernière fois sur cette tentative de concurrencer le géant de l'animation. Excalibur, l'épée magique, c'est un cas d'école qui montre qu'à vouloir faire ce qui marche à tout prix, on perd toute la saveur d'une création unique. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir le film sombre prévu initialement? On ne peut pas savoir s'il aurait mieux marché, mais il aurait certainement laissé une marque bien plus forte dans les mémoires. Il n'y a qu'à voir les souvenirs indélébiles que je garde des quelques scènes légèrement creepy qu'ils ont bien voulu laisser dans le film. Imaginez les légendes arthuriennes revisitées à la sauce dark fantasy, il y a clairement du potentiel. Mais voilà, au lieu de ça, Warner a préféré se conformer à ce qui marche sans vraiment prendre de risques. Et cette histoire fait tristement écho à la situation actuelle des studios d'animation qui se rabattent sur les suites de leurs franchises à succès. Ils tombent tous les uns après les autres dans le choix de la facilité, il ne nous reste donc plus qu'à attendre l'élu, celui qui nous mettra tous d'accord, le studio qui arrivera à sortir de la roche un projet unique et flamboyant. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait longtemps que je voulais me replonger sur ce film de mon enfance et je suis pas peu fier du petit angle d'attaque que j'ai trouvé sur celui-là. Vous me direz en commentaire si vous connaissiez ce film ou pas, quels souvenirs vous en gardez. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo dans laquelle je parle d'un autre film en animation traditionnelle, un film un peu étrange mais qui permet de revoir d'autres films de notre enfance. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Excalibur, il s'en sert comme d'un cure-dent.